Savais-tu qu'en France, c'est 1 femme sur 8 qui développerait un cancer du sein au cours de sa vie? C'est énorme, n'est-ce pas? On trouve aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, on lance une mini-série autour de ce sujet. Et l'épisode d'aujourd'hui est d'ailleurs une rediffusion de notre épisode avec Jenny-Claude Milouchot, qui est une chirurgienne sénologue à l'Institut du Sein Paris. On espère que cette découverte ou cette redécouverte de cet épisode te plaira. N'hésite pas à t'abonner à notre podcast et à nous laisser une note, ça nous aidera grandement à rendre Truc de Meuf plus visible et à nous suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On te souhaite une bonne écoute. Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle du cancer du sein avec le docteur Jenny-Claude Milouchot, chirurgienne à l'Institut du Sein Paris. Elle nous parle de la prévention, du dépistage, mais aussi des traitements et chirurgies pour retirer les tumeurs, mais aussi réparer les seins après un cancer. Elle nous rappelle l'importance de l'autopalpation et des consultations régulières auprès de professionnels de santé, puisque les chances de guérir d'un cancer du sein sont de plus de 80% lorsque la maladie est détectée tôt. Bonne écoute. Bonjour docteur Milouchot et bienvenue sur Truc de Meuf. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, alors je m'appelle Jenny-Claude Milouchot, je suis chirurgienne sénologue, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein et de la reconstruction mammaire, mais aussi des pathologies bénignes du sein. Et du coup, aujourd'hui, on se rencontre à l'Institut du Sein Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est déjà pour commencer ? Alors, l'Institut du Sein Paris, c'est un institut qui a été fondé par le docteur Clough et le docteur Sarfati, qui est pour le docteur Clough un chirurgien spécialisé en cancérologie et pour le docteur Sarfati une chirurgienne plasticienne spécialisée dans le sein. Et donc, l'objectif déjà initial était de développer un centre spécialisé dans le sein, où on prendrait en charge le cancer, mais aussi le côté esthétique des seins des femmes. C'est un centre qui est vraiment dédié aux pathologies mammaires, qu'elles soient bénignes ou malignes. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait commencer par expliquer un petit peu le cancer du sein pour les personnes qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas exactement ce que c'est, comment ça peut se traduire, à quoi ça peut ressembler et aussi comment on peut le diagnostiquer ? Alors c'est un sujet très vaste, comme vous le savez. Le cancer du sein, c'est un cancer, c'est une tumeur maligne qui va se développer au niveau de la glande mammaire. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. Il va toucher malheureusement près d'1 femme sur 8. Donc c'est important de savoir le dépister et merci de faire cette interview. Pour le dépister, alors plusieurs moyens. Il y a d'abord l'autopalpation, c'est-à-dire que toutes les femmes à partir de l'âge de 25 ans peuvent s'examiner la poitrine. Il peut y avoir un apprentissage spécifique, mais aussi on peut juste se regarder et tout palper ses seins de temps en temps. Et si on sent une petite masse dans sa glande mammaire, alors il faut consulter son médecin traitant, sa sage-femme ou son gynécologue. L'autre façon de dépister un cancer du sein, ça va être la consultation gynécologique pour les femmes qui, en théorie, est annuelle, même si on se connaît la difficulté à avoir un rendez-vous en gynécologie. Et lorsque votre professionnel de santé va vous examiner, il va pouvoir découvrir une masse et pareil, vous prescrire des examens complémentaires. L'autre dépistage est le dépistage organisé en France qui, lui, se fait de 50 à 74 ans par une mammographie tous les 2 ans. Et là, on va pouvoir dépister des masses, des nodules, mais aussi des choses qui parfois ne se palpent pas, comme des microcalcifications qui sont également des signes de cancer. Si à la mammographie, on voit une lésion qui évoque un cancer, alors on fera une biopsie et c'est vraiment seule et uniquement la biopsie qui va confirmer le diagnostic de cancer. Quand on palpe une masse, ce n'est pas forcément un cancer à 100%, mais il faut consulter un spécialiste. Et du coup, à partir du moment où on a diagnostiqué le cancer, il faut aller justement consulter, enfin en tout cas faire les radios et tous les traitements. Alors, au bout de combien de temps, on a combien de temps pour réagir ? Alors, en cas de diagnostic,
il y a toujours une urgence ressentie par la patiente parce que bien sûr, il y a l'angoisse, la peur que le cancer se propage. Mais il faut savoir que le cancer, il met plusieurs mois à se développer. Donc oui, il y a une urgence à quand même le prendre en charge. On a quelques semaines devant nous. On va pas attendre 3 mois avant d'aller consulter. On est bien d'accord. Mais il faut relativiser. C'est-à-dire qu'on a le temps de prendre rendez-vous avec un spécialiste et de le prendre en charge dans les semaines qui arrivent. Et en général, le délai de prise en charge va être de 2 à 3 semaines. Et pas d'inquiétude, le cancer va pas se propager à vitesse grand V à partir du moment où on l'a diagnostiqué. Voilà, le diagnostic est posé. Il faut s'adresser à un spécialiste qui vous prendra correctement en charge de façon personnalisée, adapté aux soins que vous nécessitez, et ainsi vous mettez toutes les chances de votre côté. Oui, c'est ça le plus important, déjà être vigilant, surveiller et consulter. Tu disais que les suivis gynéco et même après les mammographies, ça se fait quand même assez tard. Est-ce que ça veut dire que plus on vieillit, plus on a de risques d'avoir de cancer ou pas forcément ? On sait qu'on va présenter plus de cancer du sein après 50 ans, mais il peut toucher des femmes de tout âge. Ça touche plus rarement des femmes jeunes, mais ça existe. Donc en fait, dès l'âge de 25 ans, il faut être sensibilisé à l'autopalpation, à l'examen clinique par un professionnel de santé, et puis le dépistage organisé concerne les femmes de 50 à 74 ans, mais on sait qu'il peut y avoir des femmes aussi héréditaires avec des mutations génétiques, et à ce moment-là, c'est des femmes qui vont être suivies à partir de 30 ans par imagerie. Donc on avance l'âge de dépistage. Donc bien sûr, il faut évoquer avec les professionnels de santé les antécédents de cancer dans la famille qui vont peut-être modifier les stratégies de dépistage, et on va ainsi réaliser un dépistage qui va être personnalisé pour la patiente. Et donc tu parlais de la génétique. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent favoriser le développement d'un cancer du sein ? Alors, on connaît les facteurs qui favorisent le développement d'un cancer du sein. Bon, déjà, c'est d'être une femme. C'est un cancer qui touche majoritairement les femmes, mais qui peut aussi toucher plus rarement les hommes. Et l'autre facteur, c'est aussi l'âge. On sait qu'on va plus avoir de cancer après 50 ans qu'avant 50 ans. C'est le fait d'être nulligeste, de ne pas avoir allaité, d'avoir un surpoids, un manque d'activité physique, de fumer, la consommation aussi d'alcool. Boire plus d'1 verre d'alcool par jour augmente significativement votre risque de cancer du sein. Et ça, par exemple, on l'ignore. Donc on identifie bien les facteurs. Ça, c'est des facteurs un peu environnementaux qu'on peut modifier parfois, en tout cas pour ces consommations d'alcool et pour le contrôle du poids. Il y a aussi donc les facteurs héréditaires qui, eux, ne sont pas modifiables, qui sont donc transmis par les parents, et ça peut être dans un certain nombre de cas des mutations, comme pour les plus connus, BRCA1 et BRCA2, dont on a beaucoup entendu parler avec Angelina Jolie. Du coup, donc tu nous disais que ensuite c'est la biopsie qui permet de vraiment déterminer si on a ou non un cancer. Une fois que le cancer est diagnostiqué, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la biopsie va permettre de diagnostiquer le cancer, c'est-à-dire de confirmer le diagnostic, et surtout, il va permettre d'identifier le type de cancer. Parce que sous le mot cancer du sein, en fait, il y a plein de cancers différents. Ils vont être plus ou moins agressifs et ils vont avoir besoin et ils vont se traiter différemment. Donc c'est très important d'avoir, moi je dis en consultation, la carte d'identité de votre cancer. Savoir à quel type de cancer on va s'adresser, et ça va définir le traitement qu'on va recommander à la patiente, et à chaque fois c'est un traitement donc personnalisé à la patiente. On ne peut pas comparer son traitement au traitement de la voisine si elle n'a pas le même type de cancer. D'accord, parce que souvent quand on pense cancer du sein et traitement, on pense chimio, ablation de la poitrine. Est-ce qu'il y a aussi d'autres types de traitements pour les cancers ? Alors oui, il y a d'autres types de traitements. Donc la chirurgie va être quasi systématique, bien sûr, pour le cancer du sein. Il y a 2 types de chirurgie. Il y a la chirurgie qu'on appelle conservatrice, qui va consister à retirer la tumeur, mais à garder le sein et à garder une esthétique acceptable de sein. Et pour ça, il faut que soit le cancer soit petit,
ou soit que le rapport du volume de la tumeur par rapport au volume du sein permette d'enlever la tumeur tout en conservant un sein acceptable. On voit bien qu'enlever 2 cm sur un 85A ou sur un 90D, c'est pas la même chose. L'autre traitement, ça va être bien sûr la mastectomie, c'est l'ablation complète du sein. Et là, ce qui va se discuter, c'est est-ce qu'on peut proposer une reconstruction mammaire et autant que possible une reconstruction mammaire immédiate. Ici, à l'Institut du sein, on essaye autant que possible de conserver le sein dès qu'on peut conserver le sein, et pour ça, on a même développé des techniques chirurgicales qui s'appellent de l'oncoplastie et qui vont associer des techniques de chirurgie plastique à des techniques de chirurgie cancérologique pour permettre d'enlever des cancers finalement plus volumineux tout en conservant un sein avec une forme de sein esthétique. Et puis, à chaque fois que ce sera possible et que malheureusement on est obligé de faire une mastectomie, on va proposer la reconstruction mammaire immédiate. Donc parfois, malheureusement, on est obligé de faire une mastectomie et la reconstruction ne sera pas possible en immédiat. Par exemple, pour citer quelques exemples, quand la peau est infiltrée par le cancer, quand le sein est très volumineux, on ne peut pas forcément toujours faire des reconstructions immédiates à cause de critères cancérologiques ou morphologiques. Mais en tout cas, à chaque fois que ce sera possible, on s'attache à le proposer. Et si on ne peut pas le faire en immédiat, alors on le propose en différé ou en secondaire, en tout cas dans un deuxième temps. Mais on s'attachera toujours, bien sûr, à reconstruire la patiente si c'est sa demande, parce qu'il y a des patientes qui aussi ne souhaitent pas de reconstruction. Et c'est vraiment une discussion à avoir avec la patiente. Et du coup, au-delà des traitements, enfin de la chirurgie, quels sont les autres types de traitements qu'on peut avoir pour soigner les cancers ? Moi, en tant que chirurgienne, forcément, je vous parle beaucoup plus de la chirurgie, mais il y aura également la radiothérapie qui sera systématique en cas de conservation du sein et qui sera à discuter en cas de mastectomie. Il y aura dans un certain nombre de cas les chimiothérapies qui sont souvent les traitements les plus redoutés par les patientes et on sait bien pourquoi. Et il sera à peu près nécessaire en cas de cancer infiltrant dans 30 à 40% des cas. Donc c'est pas systématique la chimiothérapie, mais c'est utile dans un certain nombre de cas et en fonction des critères du cancer, mais aussi d'autres critères, l'âge de la patiente, son statut ménopausique ou non, le statut ganglionnaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une atteinte des ganglions ou pas, et d'autres traitements comme l'hormonothérapie qui donc va permettre d'éviter les récidives de cancer, enfin va permettre de diminuer le risque de récidive de cancer du sein. Et puis bien d'autres thérapies nouvelles, mais on pourrait faire tout un sujet là-dessus. Et du coup, d'ailleurs, tu parlais de récidive, le taux de guérison, les chances de guérison et aussi de récidive, c'est de quel ordre ? Alors, en cas de dépistage précoce de cancer du sein, il y a plus de 90% de guérison. Et la survie à 10 ans du cancer du sein global, tout stade confondu, est d'environ 85%. Donc ce qui montre bien que finalement c'est le dépistage qui permet au maximum, de maximiser les chances de guérison. Tout à fait. Plus on dépiste un cancer tôt, plus on a des chances de guérison. Et c'est pour ça que l'enjeu est d'informer les femmes, de les former à l'autopalpation, de leur rappeler l'importance de la consultation gynécologique annuelle, qui n'est pas que pour l'examen du col, du pelvis, qui est aussi pour un examen mammaire. Et là-dessus, il faut noter aussi que les gynécologues sont peut-être d'accès difficile, mais ces dernières années, les sages-femmes ont un rôle majeur dans le suivi des femmes. Et n'hésitez pas, mes patientes souvent n'y pensent pas, à vous tourner vers les sages-femmes pour le suivi gynécologique. Une petite question sur la reconstruction mammaire. Si elle n'est pas faite immédiatement lors de l'ablation du sein, combien de temps il faut attendre ? Est-ce que ça dépend du cancer? Est-ce que ça dépend de la patiente? Quel est le délai pour la faire ensuite? Alors, la reconstruction mammaire sera effectuée à peu près 6 mois à 1 an après la fin des traitements. En tout cas, on sait que par exemple, ça va dépendre des traitements parce que s'il y a de la radiothérapie, on ne pourra pas reconstruire avant un délai de 6 mois. Donc ça dépendra bien sûr de la patiente, de sa qualité de cicatrisation, si elle a eu des difficultés de cicatrisation et si on est bien à distance par exemple de la radiothérapie.
D'ailleurs, là, on est dans ton bureau et derrière toi, il y a plein de prothèses mammaires. Du coup, la reconstruction, est-ce que on pose une prothèse à la place? Comment ça se passe, même s'il y a moins de peau? Alors, il y a plusieurs modes de reconstruction. Le plus utilisé, c'est les prothèses mammaires, comme vous pouvez en voir derrière moi. Donc, c'est le même principe que des prothèses esthétiques qu'on peut voir en augmentation mammaire pour le type de prothèse. Mais attention, j'insiste, la chirurgie est bien différente. Il ne s'agit pas du tout d'une augmentation mammaire et les résultats ne sont pas comparables parce que souvent nos patientes confondent chirurgie esthétique et chirurgie reconstructrice, qui sont deux chirurgies bien distinctes. Donc le plus utilisé, c'est la prothèse mammaire, et après on peut utiliser aussi la graisse de son propre corps, c'est des lipofillings, on appelle ça. On va aller prélever, on va faire une liposuction, donc soit les cuisses, le ventre, et puis on réinjecte au niveau de la poitrine, ou on peut aussi utiliser des lambeaux, c'est-à-dire les propres tissus de son corps, par exemple le muscle du grand dorsal, ou le dieppe qui est la graisse du bas du ventre. Voilà, donc ça c'est des chirurgies un peu plus sophistiquées et on va discuter avec la patiente donc de ces différents modes de reconstruction et du mode qui sera le plus adapté à elle, à sa surveillance et à sa morphologie. Et est-ce que du coup ces opérations elles sont prises en charge par la sécurité sociale ou c'est des choses qu'il faut payer lorsqu'on a eu un cancer? Alors, il y a une prise en charge sécurité sociale pour ce type de chirurgie. Ici, à l'Institut du Sein Paris, nous sommes un centre privé, donc il y a une partie prise en charge par la sécurité sociale et l'autre qui sera plus ou moins couverte par votre mutuelle, et ça, c'est dépendant des mutuelles. Lorsque vous prévoyez du coup de faire une reconstruction, est-ce que vous prenez en compte le risque de récidive ou c'est pas quelque chose qui rentre dans le calcul de quand faire la reconstruction, etc. Le risque de récidive ne rentre pas en compte, rentre peu en compte en tout cas dans la décision de reconstruction. Parce que en fait les reconstructions ne vont pas masquer le diagnostic de récidive. Donc c'est vrai que parfois on peut peut-être limiter l'indication de lipofilling qui est des injections de graisse répétées qui peuvent aussi donner des kystes ou des petits nodules qui seront durs à surveiller. Et on sait que si la patiente peut-être elle est jeune avec un haut risque de récidive, peut-être qu'on s'orientera moins vers cette reconstruction et que justement dans la discussion des différents modes de reconstruction, on l'orientera plutôt vers un autre mode de reconstruction. Mais la reconstruction en tant que telle ne va pas limiter le dépistage d'une récidive, le diagnostic d'une récidive. La prothèse ne gêne pas, les lambeaux ne gênent pas. On peut faire des examens, on peut faire des IRM, des échographies et même lorsqu'on a une prothèse, si c'est pas recommandé d'emblée, des mammographies si vraiment on a un doute spécifique. Et du coup, ça veut dire que quand on s'est fait refaire la poitrine et qu'on a des prothèses, mais pour des raisons esthétiques, ça gêne pas non plus le dépistage du cancer? Ou est-ce que là, dans ces cas-là, ça peut être un peu plus compliqué? Alors, le port de prothèse d'augmentation mammaire ne gêne pas du tout le diagnostic de cancer du sein. En fait, la prothèse, elle est mise en arrière de la glande et la glande mammaire est en avant. Et même parfois, la prothèse peut être mise en arrière du muscle. Donc les mammographies permettent de bien visualiser la glande ainsi que les échographies et les IRM. Donc aucun des examens d'imagerie n'est contre-indiqué et ils ont la même fiabilité qu'en cas d'absence de prothèse. Est-ce que s'il y a une récidive du cancer du sein et qu'il y a une reconstruction qui avait été faite avec une prothèse par exemple et qu'elle a besoin d'être retirée lors de la récidive, est-ce que vous proposez une reconstruction ensuite aussi ou c'est juste une seule fois qu'on fait une reconstruction et après c'est plus compliqué s'il y a une récidive? Alors, la récidive, c'est un mot pour définir plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une récidive locale, donc au niveau du sein, de la peau qui a pu être conservée, mais il peut aussi y avoir des récidives axillaires, dans les ganglions, des récidives à distance qui sont des métastases. Donc déjà, ça dépend de quel type de récidive on va parler. Et puis si c'est une récidive locale au niveau du sein, là, ça va vraiment être au cas par cas. Est-ce que, par exemple, si ça infiltre la peau, beaucoup de peau, on va pas pouvoir conserver
conserver forcément la reconstruction, mais en tout cas, à chaque fois que ce sera possible, on essaiera de conserver la reconstruction. Donc une récidive locale ne veut pas dire, dans 100% des cas, perte de la reconstruction. Et du coup, au niveau de l'opération de reconstruction, est-ce que c'est une opération qui est très lourde? Est-ce que c'est une opération qui est longue aussi? Et la cicatrisation derrière peut être longue et compliquée ou pas spécialement? Alors, du coup, pour répondre à cette question, je vais revenir au traitement conservateur. Le traitement conservateur, donc la tumorectomie, qui est le plus souvent associée à un ganglion sentinelle, mais ça, on n'est pas rentré dans les détails. Ça, c'est des chirurgies, c'est vrai, extrêmement légères à ce jour, qui vont se faire donc en ambulatoire, voire une nuit d'hospitalisation. Donc l'ambulatoire, je rappelle, vous entrez le matin, vous sortez l'après-midi. Donc ça, c'est des chirurgies légère. La mastectomie, elle, déjà, c'est un petit peu plus lourd. Je parle de la mastectomie sans reconstruction, ça va nécessiter 1 nuit à 2 nuits d'hospitalisation. Et puis, le port d'un redon, d'un drain qui va évacuer les sécrétions, qu'on va garder à peu près une dizaine de jours. Donc, on voit qu'on est aussi dans un temps de récupération qui est plutôt sur une quinzaine de jours, 3 semaines. Alors que la tumorectomie, après 1 semaine, on peut éventuellement reprendre le travail. Mais attention, tout est évalué au cas par cas. Après, ça dépend aussi de plein d'autres choses. Mais là, je parle purement de l'acte chirurgical. Pour les reconstructions, bien sûr que c'est plus lourd parce que si on fait une reconstruction, par exemple, par prothèse, on va lever les muscles pour faire comme un soutien-gorge avec les muscles du thorax autour de la prothèse. Donc, c'est des chirurgies quand même plus lourdes. Ça n'augmente pas forcément beaucoup le temps d'hospitalisation qui peut être de 1 à 2 nuits. Ça s'est nettement amélioré parce qu'on contrôle bien la douleur post-opératoire avec le développement d'anesthésie dans les muscles pectoraux qui sont, on appelle ça des pex blocs, et en fait ça fait que maintenant les patientes elles se réveillent le lendemain confortables, pas dans la douleur, donc elles peuvent sortir assez rapidement. Mais c'est vrai que derrière il y a une période de convalescence qui est à peu près de 4 à 6 semaines où moi je leur dis vraiment faut rester au repos, c'est-à-dire que certes vous êtes chez vous, vous pouvez cuisiner, lire, manger, regarder la télé, passer un peu de temps avec votre famille, aller au restaurant, mais par contre il est hors de question de faire du sport, de porter des charges lourdes, voilà, donc c'est une petite vie tranquille, je leur dis une petite vie de mémère pendant 6 semaines. Une petite question concernant les seins, justement. Est-ce que c'est une info, une intox, je ne sais pas. J'ai entendu dire que si on se touchait les seins, on se massait les seins, etc., ça diminuait le risque de cancer du sein. Alors, à ma connaissance, non. Par contre, comme on l'a déjà évoqué, se palper régulièrement les seins, c'est connaître sa poitrine. Connaître sa poitrine, c'est dépister plutôt une lésion qui pourrait apparaître dans le sein. Et une lésion dépistée tôt, c'est une lésion qui est guérie. Enfin, une lésion dépistée tôt, c'est une lésion où on a plus de chances de guérison. Et est-ce que justement le fait de prendre la pilule par exemple, d'avoir des hormones dans le corps, ça peut aussi être un facteur, parmi les facteurs environnementaux dont tu parlais, qui peut générer un cancer ? Alors oui, la pilule peut augmenter légèrement le risque de cancer du sein, mais c'est vraiment quelque chose à modérer. C'est-à-dire que la pilule, c'est quand même une avancée pour la femme aussi. C'est le contrôle de sa fertilité et puis aussi parfois c'est même un traitement, par exemple comme dans l'endométriose. Donc il y a quand même aussi des bénéfices de la pilule. Donc c'est pas l'ennemi numéro 1, attention. Voilà. Effectivement, ça peut un petit peu augmenter le risque de cancer, donc il faut peser le pour et le contre. Et d'ailleurs, en parlant d'info ou d'intox, j'avais entendu dire aussi que le port de soutien-gorge pouvait comprimer la poitrine et du coup que ça pouvait avoir des effets sur la circulation de la lymphe et justement générer des tumeurs ou des cellules cancéreuses. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors c'est faux. Le port de soutien-gorge n'augmente pas le risque de cancer du sein, mais il y a plein d'intox comme ça. Nous souvent, les patientes, c'est j'ai un cancer du sein, donc je dois plus manger de sucre parce que le cancer, il se nourrit du sucre et il grossit avec le sucre. C'est faux. Plein les baleines sur les soutiens-gorge qui augmenteraient le risque de cancer du sein, c'est faux. Mais pour ça, vous avez un livre qu'a écrit le docteur Clough de l'Institut du Sein Paris, voilà, qui répond un peu au vrai faux sur le cancer du sein.
Tu nous as dit que les hommes pouvaient être aussi touchés. Quel est le taux d'hommes touchés par le cancer du sein? Et est-ce que ça se traite de la même façon que chez les femmes? Alors oui, c'est un cancer donc rare de l'homme, hein, c'est moins de 0,5% des cancers de l'homme, et ça va être moins de 1% des cancers du sein. Donc c'est extrêmement rare, ça va toucher à peu près 500 hommes par an en France, et ça se traite globalement comme le cancer du sein chez la femme. Mais du coup, les hommes, eux aussi, il faut qu'ils s'examinent et n'hésitent pas à consulter s'ils palpent une masse au niveau du sein. Parce que du coup, les hommes ont aussi une glande mammaire comme nous et peuvent donc avoir le cancer de la même façon, ou est-ce que c'est un petit peu différent parce que justement la poitrine n'est pas la même? Alors, les hommes ont aussi une glande mammaire et c'est pour ça qu'ils peuvent développer un cancer du sein. Mais bien sûr, comme on peut le constater, elle est moins développée que chez la femme. Est-ce que quand on fait une autopalpation et qu'on sent une boule ou voilà quelque chose qui nous semble anormal, est-ce qu'on doit s'inquiéter tout de suite en pensant que c'est forcément malin, ou est-ce que c'est pas toujours le cas et il faut d'abord consulter pour voir ce qu'il en est? Alors, lorsqu'on se palpe une boule dans le sein et qu'elle n'était pas connue bien sûr auparavant, il faut s'adresser à un professionnel de santé, consulter assez rapidement, même si on sait qu'on a quand même plusieurs semaines devant soi en général, hein, mais on a toujours une notion d'urgence quand on sent quelque chose dans le sein parce qu'il y a forcément l'inquiétude qui s'installe. Il faut consulter donc le médecin traitant ou la sage-femme ou votre gynécologue. Eux, ils vont vous examiner, ils vont certainement prescrire des examens complémentaires et ça permettra d'en savoir un peu plus sur cette masse. En tout cas, une masse, un nodule, une boule palpée dans un sein n'est pas systématiquement un cancer du sein. Il y a aussi des pathologies bénignes comme des kystes, des adénofibromes qui sont des tumeurs bénignes très fréquentes chez la femme jeune, des abcès, mais eux qui en général seront douloureux. Et ça à noter que le cancer du sein, en général, n'est pas douloureux. Il peut l'être, mais en général ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu insidieux. Et du coup, une masse n'est pas forcément un cancer. Mais une masse doit conduire à consulter un professionnel de santé. Oui, de toute façon, là, de ce que tu nous dis depuis le début, vraiment la prévention et la consultation, dès qu'on a un doute, c'est vraiment les deux clés pour pouvoir éviter d'avoir un cancer qui est très grave et d'y rester en fait. Bien sûr, un cancer qui est dépisté tôt, ça va être quoi la suite? Ça va être la chirurgie, la radiothérapie qui est systématique quand on conserve le sein et en général quand on a dépisté tôt un cancer, on peut garder le sein. Ça sera une chirurgie courte avec une journée à nous accorder puisqu'on le fait en ambulatoire. Les quelques séances de radiothérapie derrière et puis après on peut reprendre une vie normale. Alors je veux pas banaliser non plus parce que attention, le diagnostic d'un cancer du sein c'est toujours dur, difficile et puis dans notre vie de femme ça va toucher plein d'autres aspects de notre vie, notre féminité, notre physique, notre sexualité, donc je veux pas banaliser mais ce que je veux dire c'est vrai que maintenant le retentissement est assez limité avec des hospitalisations courtes. Et du coup, tu parlais de la sexualité. Est-ce que les traitements, et puis même peut-être le diagnostic, le choc, peuvent avoir un impact justement sur la sexualité des femmes, même si effectivement la prise en charge est plus légère, comme tu le disais? Alors oui, bien sûr, ça a un impact déjà psychologique. L'annonce d'un cancer, c'est toujours difficile, même s'il est de très bons pronostics, même si on vous dit qu'on va vous guérir, c'est toujours un choc que d'entendre le mot cancer. Donc oui, il va y avoir un retentissement. Et puis après, pour le retentissement physique, c'est certain que certains traitements ont des effets dont il faudra discuter avec la patiente, qu'on peut prévenir par certains traitements, mais la sexualité va être perturbée par le cancer. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura un impact définitif. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura peut-être une petite phase d'adaptation.
Et est-ce que il y a un accompagnement psychologique qui est proposé ou en tout cas conseillé aux femmes, même si effectivement le cancer se traite très bien, pour justement aider à passer cette période qui peut être un peu difficile et qui change beaucoup de choses dans le corps? Alors oui, il y a toujours un accompagnement psychologique qui est proposé. Après, il n'est pas systématique parce qu'il y a des patientes qui n'en ressentent pas le besoin. Et puis encore une fois, il y a des cancers très différents, avec des traitements aussi très différents, des répercussions plus ou moins marquées. Et les femmes n'ont pas forcément toutes besoin d'avoir un accompagnement. Maintenant, il doit être systématiquement proposé. Et pour revenir un peu sur les cancers héréditaires, si une femme a un cancer, est-ce que si elle a des enfants et surtout des filles, il va falloir être plus attentif ou c'est vraiment uniquement des cas particuliers où il y a un gène, comme tu disais, une mutation? Oui, on va s'intéresser lors de la consultation aux antécédents dans la famille de la patiente. En fonction du nombre d'antécédents, de l'âge du développement du cancer dans la famille, on va pouvoir suspecter éventuellement une mutation génétique. Cette mutation, parfois, a même été déjà mise en évidence lorsque la patiente consulte. Les mutations génétiques vont induire une surveillance plus précoce avec l'ajout aussi d'une IRM dans le dépistage. Donc c'est des populations avec une surveillance bien particulière, une mutation identifiée type BRCA1 et BRCA2 pour les plus connus, et bien sûr des répercussions pour les enfants avec une proposition de recherche de cette mutation lorsqu'ils seront majeurs. Pour les patientes qui ont des antécédents dans la famille, mais pas forcément évocateurs d'une mutation génétique. C'est-à-dire que les mutations génétiques, c'est la patiente plutôt qui va me dire, bah voilà, ma grand-mère, elle a eu un cancer du sein, ma grand-mère maternelle a eu un cancer du sein à 50 ans, ma mère a eu un cancer du sein à 45 ans, ma sœur a eu un cancer à 40 ans. On voit bien que ça touche toutes les générations, des patientes de plus en plus jeunes. Ça, c'est un peu l'histoire typique. Et donc, c'est très évocateur de mutations génétiques. Après, comme on l'a vu, le cancer du sein, il est très fréquent, une femme sur 8. Donc forcément, quand on interroge une femme, c'est assez rare que dans sa famille, il n'y ait pas eu un cancer du sein. Donc il y a des patientes qui vont me dire, bah, j'ai eu une tante paternelle qui a eu un cancer du sein à 60 ans, et ma grand-mère maternelle, donc dans l'autre branche de famille, un cancer du sein a également 65 ans. Bah, on voit que déjà c'est pas dans la même branche de famille, que c'est pas une histoire d'âge de plus en plus précoce. Enfin, donc là c'est moins évocateur d'une mutation génétique, mais quand on multiplie les antécédents dans la famille, effectivement parfois ça peut induire une surveillance plus précoce, notamment si votre mère a eu un cancer du sein à 50 ans, bah peut-être qu'on avancera un petit peu l'âge de la première mammographie à 45 ans. Donc effectivement, les antécédents sont à prendre en compte, et en plus ils sont à prendre en compte parce que certaines mutations génétiques n'ont pas encore été identifiées à ce jour. On sait que la médecine, elle est en perpétuel progrès et avancée. C'est ce qui fait que notre spécialité est passionnante. Mais du coup, on sait qu'il y a des familles où on voit bien qu'il y a un fond comme ça de cancer, et en même temps, on n'a jamais encore mis à ce jour de mutation en évidence. Mais peut-être que finalement, c'est des patientes qui ont une mutation qui sera mise en évidence un jour, et donc on va les surveiller de façon personnalisée. C'est pour ça que lorsqu'on parlait du dépistage tout à l'heure, on parlait de l'autopalpation, on parlait de l'examen clinique par les professionnels de santé, on parlait du dépistage organisé à partir de 50 ans, mais il y a aussi le dépistage personnalisé qui va être adapté à l'histoire personnelle et familiale de la patiente. Oui, tout ça, c'est un peu aussi une question d'être éduqué, d'être informé sur les risques, comment on peut faire. Est-ce que peut-être il y aurait pas aussi des choses à faire au niveau institutionnel pour prévenir encore davantage, inciter les gens à se faire dépister, à aller chez les médecins? Ah, c'est sûr qu'au niveau de la santé, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, et notamment améliorer l'accès aux professionnels de santé, les médecins généralistes, les sages-femmes et les gynécologues. On voit bien qu'actuellement, il y a un souci d'accès à ces spécialistes, notamment gynécologues. Plein de femmes arrivent en consultation et me disent « je n'ai plus de gynécologue ». Donc,
ça, c'est important parce que c'est quand même les spécialistes de la prise en charge de la femme, de la prise en charge globale de la femme. Ils participent au dépistage du cancer du sein, mais aussi du cancer du col, du cancer de l'utérus. Ils accompagnent les femmes au cours de leur évolution, de jeunes femmes jusqu'à patiente qui va avoir des enfants et un peu plus âgée qui va être à la ménopause et voilà, et ainsi de suite. Et c'est une prise en charge vraiment spécifique qui peut-être manque aujourd'hui. Je voulais revenir sur le dépistage. Il y avait une question que je me posais. Est-ce qu'il est possible qu'on développe un cancer du sein mais qu'on ne sente pas de masse ? Et dans ce cas-là, comment est-ce que c'est découvert ? Est-ce qu'on a d'autres symptômes ? Alors oui, il est possible d'avoir un cancer du sein et pas de masse. Dans la majorité des cas, le cancer du sein se présente sous la forme d'une masse, mais déjà cette masse, elle peut être palpable ou non. C'est-à-dire qu'une petite masse dans un sein qui est très glandulaire, dur, on va pas forcément la sentir. Donc ça, c'est une description aussi mammographique ou échographique. Quand on passe la mammo et l'écho, on voit une petite boule. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de masse, mais pas toujours palpable. Et après, l'autre présentation, c'est aussi des microcalcifications et elles ne sont pas palpables. Donc les symptômes du cancer du sein, c'est la palpation. Ça va être aussi des modifications de forme du sein, c'est-à-dire que c'est important de se regarder dans un miroir de face et puis de lever un peu les bras, de voir s'il n'y a pas une zone de rétraction, vous voyez, une zone qui se déforme un petit peu, qui a un petit renfoncement dans le sein, un sein qui va être un peu plus gros ou un sein qui va avoir un mamelon qui rentre. Tous ces petits signes, toutes ces petites modifications esthétiques, morphologiques du sein peuvent être un signe de cancer du sein. Et également aussi l'aspect cutané. Par exemple, l'aspect de peau d'orange, cette peau un petit peu infiltrée comme œdémateuse ou une peau rouge, ça peut être également des signes de cancer du sein. Et c'est pour ça que, encore une fois, je rappelle, c'est important de connaître sa poitrine visuellement et au palpé, parce que toute modification peut être un signe de cancer du sein. Et tu disais que c'est justement la recherche évolue en permanence. Est-ce que là, il y a des choses en ce moment qui sont découvertes ou récemment qui ont été découvertes aussi bien sur la chirurgie, les techniques ou sur la manière dont le cancer se propage, les différents types de cancers ? Alors, en chirurgie, on développe, on améliore en permanence nos techniques chirurgicales en essayant d'être de moins en moins invasifs. Et pour la recherche médicamenteuse, c'est surtout du côté des chimiothérapies, des thérapies ciblées, des immunothérapies, voilà, où les avancées sont grandes ces dernières années. Mais ça, faudra que vous alliez voir un chimiothérapeute. Et d'ailleurs, on en parle souvent, même avec les personnes qu'on reçoit. Généralement, lorsqu'une pathologie touche les femmes, la recherche avance beaucoup moins vite, notamment l'endométriose. Est-ce que pour le cancer du sein, c'est la même chose ? Est-ce que tu constates que la recherche est un petit peu moins financée et qu'elle avance moins vite que pour d'autres cancers qui vont toucher également les hommes, autant d'hommes que de femmes ? Alors, je pense que le cancer du sein est quand même devenu une priorité. On a bien compris que c'était un enjeu de santé, que ça touchait une femme sur 8. Donc, ces dernières années, je pense que quand même, il y a eu un accent de mis sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des cancers du sein. Mais on peut toujours faire mieux. Donc, bien sûr, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans l'accompagnement des femmes et dans la découverte de nouveaux traitements. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu souhaiterais rajouter ? Le cancer du sein, malheureusement, ce sera une femme sur 8. Donc, il faut savoir que ça existe. Il faut se connaître sa poitrine, savoir s'autopalper ou au moins aller consulter régulièrement un spécialiste de santé. Il ne faut pas hésiter à consulter rapidement lorsque vous sentez une masse, même si ce n'est pas systématiquement un cancer du sein, et ça je le rappelle bien, donc pas de panique, mais consultez. Et puis en cas de cancer du sein, c'est quand même plus de 90% de chances de guérison, donc c'est pareil, on sait et on le comprend que c'est un diagnostic difficile, mais vous avez le temps
de vous adresser quand même à des spécialistes, et j'insiste, c'est important d'être prise en charge dans des équipes spécialisées pour cette pathologie, car ça va améliorer vos chances de guérison, et il y a une vie après le cancer, et il y a une belle vie après le cancer. Merci beaucoup. Merci. On espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas encore une fois que le dépistage est primordial pour améliorer ses chances de guérison face à un cancer du sein. Vous pouvez notamment profiter des actions mises en place dans le cadre d'Octobre Rose. Vous palpez régulièrement la poitrine et allez voir une sage-femme ou un gynécologue régulièrement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!